Bonjour à tous, veuillez nous excuser pour le petit retard, on a un petit problème de projecteur ici dans la salle qui vient d'être résolu. Donc je vous remercie pour votre participation à ce nouveau séminaire dans le cadre du recensement de la population. C'est déjà la 10e publication qui va vous être présentée aujourd'hui et aujourd'hui le focus va être sur les aires de trajet domicile-travail pour les personnes qui résident au Grand-Duché du Luxembourg. La publication qui vous est présentée aujourd'hui est sortie juste avant les vacances de Pâques et a été faite par 4 auteurs, Madame Isabelle Pigeron-Pirotte, Monsieur Caruso, Monsieur Gerbert et Monsieur Ferraud. On aura aujourd'hui 3 personnes qui vont participer à la présentation. Tout d'abord, Monsieur Geoffrey Caruso. Il est professeur en analyse et modélisation urbaine à l'Université du Luxembourg. Auparavant, il a été professeur associé en SIG et en aménagement à l'Université du Luxembourg, et également directeur du master en géographie et aménagement du territoire. Il est géographe de formation, mais a toujours été en contact étroit avec des économistes et des urbanistes, car il apprécie l'interdisciplinarité des collaborations. Geoffrey s'intéresse particulièrement à l'évolution des méthodes de simulation géographique et d'analyse spatiale pour comprendre les villes, l'émergence des formes urbaines et des interactions entre l'utilisation des sols et des transports, et ce, en vue de faciliter la prise de décision d'un point de vue d'un avenir plus durable. Notre second orateur sera M. Gerbert. Il est également géographe, dont les principaux intérêts sont les analyses des interactions entre mobilité résidentielle et mobilité quotidienne, en s'appuyant sur différents modèles nécessitant la combinaison d'outils statistiques, économétriques et spatiaux. Il dispose également d'une expertise dans le domaine des techniques d'enquête et les méthodes quantitatives d'analyse des données afférentes. Il travaille au LISER depuis 2001, après avoir obtenu son doctorat en 2000 sur la problématique de la mobilité résidentielle en général, la gentrification et le confort urbain en particulier. Il est également enseignant dans 3 universités, celle du Luxembourg, celle de Lorraine et d'Aix-Marseille, et il est également chercheur associé au laboratoire Image Ville Environnement du CNRNS à Strasbourg. Et notre dernier orateur, mais qui sera le principal orateur aujourd'hui, est M. Yann Ferraud. Il est jeune chercheur à l'Université du Luxembourg et au LISER. Il est récemment diplômé de l'Université de Franche-Comté en géographie et en aménagement du territoire et ingénieur en sciences de l'information géographique. Alors, il participe activement à la mobilisation, à l'accès et à l'analyse des données du recensement en collaboration avec les différents instituts, donc soit le Statec et le LISER, depuis une année. Il mobilise des méthodes d'investigation et des compétences en traitement de données et s'appuie sur des outils statistiques et cartographiques pour comprendre davantage les interactions entre transport et urbanisation. Ses recherches portent principalement sur les structures urbaines, les préférences résidentielles et le choix modal à des fins de mobilité durable et de développement urbain plus vertueux. À la fin de cette présentation, nous aurons le temps pour une séance de questions-réponses. Donc, si vous avez des questions durant la présentation, n'hésitez pas à vous les noter. Vous pouvez également les écrire dans le chat. À ce moment-là, on aura un de nos collaborateurs qui pourra lire vos questions. Mais si vous souhaitez aussi participer de manière orale, n'hésitez pas à nous le dire en l'indiquant sur le chat. Voilà, donc je laisse maintenant la parole aux 3 orateurs pour cette présentation et ce séminaire. Merci. Ah, ça doit être vert quand on parle. Ouais. C'est vert. C'est beaucoup plus facile comme ça. Donc bonjour à tous. Donc Geoffrey Caruso, je suis un des co-auteurs, comme François vient de l'expliquer, de ce papier, dont la cheville ouvrière a effectivement été Yann, qui est à côté de moi, que je remercie pour ce travail de fourmi et de traitement de données, sachant que c'est aussi une collaboration donc, avec Philippe et Isabelle qui se trouvent. Donc on est tous les 4 dans la salle, donc n'hésitez pas à nous poser des questions. Alors c'est un travail qui fait un peu la suite d'un autre travail qu'on a déjà mis dans je pense, la publication 7, si je me souviens bien, qui doit être les aires urbaines, les formes urbaines morphologiques. Finalement, en géographie urbaine, on parle souvent d'aires morphologiques et d'aires fonctionnelles. Et donc ici, c'est un peu le pendant, mais cette fois-ci fonctionnel des aires. Donc quand on parle d'aires urbaines fonctionnelles, on parle... on voit souvent, en tout cas dans le milieu francophone, les aires urbaines à la française, définies par l'INSEE, par exemple. Mais voilà, l'INSEE, elle a aussi toute une série de contraintes paramétriques. C'est aussi un ensemble de villes beaucoup plus complexe. Et donc, on ne peut pas nécessairement répliquer la méthodologie INSEE à notre cas, au cas luxembourgeois. Donc, il y a des spécificités locales qui font que voilà, on a dû adapter en fait un peu cette question. Alors les aires urbaines fonctionnelles, c'est important pour nous parce que justement, au-delà de l'aire morphologique qui est
la manière dont se crée l'urbain, donc qui est probablement plutôt des impacts urbanistiques. On va avoir ici la question du transport qui revient, enfin en sous-jacent, pas directement ici, le transport lui-même sera traité plus tard, hein, mais en tout cas tel que dans le recensement. Mais c'est la question donc du lien fonctionnel. Et donc c'est la plupart des gens aujourd'hui qui définissent les villes vont plutôt utiliser une aire urbaine fonctionnelle. Il y a d'ailleurs l'équivalent des définitions dans l'OCDE et des définitions globales des aires urbaines fonctionnelles. Alors pour définir les aires urbaines fonctionnelles, évidemment, il faut savoir de quelle fonction on parle, et on va essentiellement parler, généralement on travaille essentiellement sur la fonction de travail et donc la fonction de commuting, de navette, donc de déplacement domicile-travail pour être plus précis. Et donc quand on parle de déplacement domicile-travail, ça requiert de travailler d'abord sur qui se déplace. Et donc c'est un peu le triptyque qu'on va avoir dans cette présentation. Qui se déplace, et donc ça veut dire qui sont les travailleurs, où se situent, est-ce qu'ils sortent de leur commune? Puis ensuite, ils vont où? Et donc, on a la question de comment identifier les lieux, pardon, les lieux d'emploi. Et là aussi, il y a un certain nombre de choix à faire sur les lieux d'emploi. Est-ce qu'on les détermine tous, etc. Et une fois qu'on a déterminé les qui et où, on peut enfin déterminer les aires urbaines, ou en tout cas, ici, ça ne permet pas nécessairement à grand-chose de déterminer, de faire des délinéations, donc des limites propres, mais en tout cas, regarder quelles sont les parts et finalement, d'une manière continue, déterminer les aires fonctionnelles des pôles principaux. Et donc, c'est un peu les trois temps qu'on va avoir dans cette présentation, sachant que notre présentation a aussi un certain nombre de limites, notamment du fait qu'on ne parle ici que des gens qui ont rempli le recensement, et donc ce sont des résidents. Et tout le monde sait qu'au Luxembourg, une grosse part, un tiers, peut-être la moitié des travailleurs viennent de l'extérieur, et donc ça pose un certain nombre de questions. Et Philippe, je pense, se chargera de parler aussi un peu des limites et des perspectives de ce travail. Mais sans plus tarder, je laisse la place à Yann. Merci Yann. Merci Geoffrey pour cette introduction. Bonjour à tous. Donc sans plus tarder, on va commencer. Alors les dernières publications du recensement ont mis en avant plusieurs éléments propres au Luxembourg, donc notamment son dynamisme démographique. Et en effet, la population a augmenté de près de 130 000 habitants entre 2011 et 2021. Donc c'est une hausse de un peu plus de 25%. Donc cet écart de 10 ans et en même temps cette hausse du nombre de résidents, elle a des conséquences, notamment sur la localisation des activités et des logements, et en conséquence aussi sur l'accès à l'emploi. Et on va dire que ces changements entre localisation des activités et des logements, ça s'analyse notamment à travers les déplacements domicile-travail. Donc la question principale en fait de notre analyse, c'est où réside et travaille la population du Luxembourg. On peut également se poser par exemple la question de est-ce qu'ils travaillent plus ou moins proche de leur lieu de résidence. Et ça questionne en fait directement la séparation entre les lieux d'activité et de résidence, et donc l'aménagement général du territoire, ainsi que l'offre et l'utilisation des systèmes de transport. Donc globalement, comme l'a dit Geoffrey, on va particulièrement se concentrer sur les personnes qui effectuent des déplacements domicile-travail, donc notamment à travers la définition de diverses catégories de population. Ensuite, via l'identification des principaux pôles d'emploi du territoire, et enfin l'analyse des aires de navette des pôles d'emploi. Dans un deuxième temps, on va plutôt se concentrer sur les flux, leur structure et leur évolution, notamment à travers la localisation et la concentration des flux principaux, et ensuite analyser ces structures selon les différents pôles d'emploi. Les variables qui ont été utilisées lors de cette analyse sont notamment la situation au regard de l'activité économique. Donc là, on s'est plutôt focalisé sur les personnes en emploi, le lieu de travail, les personnes qui travaillent soit au Luxembourg ou en dehors, les personnes travaillant en dehors, donc les frontaliers sortants étant exclus de notre analyse, la commune et les cellules de résidence, puisqu'on a également fait des analyses par cellules fines de 1 km², et enfin la commune de travail lorsque elle était disponible. À noter que lors de cette analyse, il n'y a pas d'exploitation à l'échelle individuelle, et également il n'y a pas d'analyse
avec les données des frontaliers, puisqu'on n'y a pas accès. Globalement, cette présentation, elle va se structurer en 3 temps. Donc, notamment en parlant de la répartition géographique des personnes en emploi dans un premier temps. Ensuite, on va parler des 5 pôles d'emploi et analyser leur aire de navette. Et enfin, dans un dernier temps, on s'intéressera aux structures et aux évolutions des flux de travailleurs à destination des principaux pôles d'emploi. Et dans un dernier temps, il y aura un temps pour les questions. Excusez-moi. En 2021, on compte environ 287 000 personnes en emploi, soit 48,5% de personnes en emploi parmi la population totale, contre 43,2% en 2011. Il y a un indicateur qui est très intéressant pour montrer la répartition géographique des personnes en emploi, c'est notamment le taux d'emploi. Et ce taux d'emploi, il se calcule en prenant la part des personnes de 15 à 64 ans en emploi parmi la part des personnes de 15 à 64 ans. En 2021, le taux d'emploi moyen du pays, il est de 72,3% selon le recensement. Sur la carte, on voit que les communes qui ont un taux inférieur au taux moyen, elles sont plutôt situées autour des frontières, près des frontières, et également dans les centres urbains du Nord, donc les petits centres urbains tels que Vils ou Clairvaux. Et les communes qui ont plutôt un taux supérieur au taux moyen, ça va de pair en fait avec les espaces périurbains et les grandes villes, plutôt autour de Luxembourg par exemple, de Esch ou encore de la Nordstadt, bien qu'on voit un cluster assez important autour de Mersch. Parmi ces 287 000 personnes en emploi, on a 204 093 personnes qui ont renseigné leur commune de travail. Donc, ceux qui ont renseigné leur commune de travail, on peut ensuite distinguer 2 catégories, donc ceux qui travaillent dans leur commune de résidence et ceux qui travaillent en dehors de leur commune de résidence. Ceux qui travaillent en dehors de leur commune de résidence, c'est ceux qu'on appelle les nafteurs. Globalement, on voit que 73% des résidents en emploi travaillent en fait dans une commune différente de celle de leur résidence. Les parts, elles sont assez variables et selon en fait le nombre d'emplois et la proximité. C'est ce qu'on voit en fait globalement pour Luxembourg, c'est-à-dire que Luxembourg-Ville, il y a énormément d'emplois, et donc les gens ont tendance à travailler dans leur propre commune, et donc il y a peu de navetteurs. Alors que dans les zones périurbaines, assez proches justement de ces zones où il y a beaucoup d'emplois, on a une part plus importante de navetteurs. Les changements, ils sont assez visibles entre 2011 et 2021, puisqu'on a une carte qui est légèrement plus bleutée en 2021, notamment autour de Mersch, et on voit une part élevée de navetteurs en périphérie et faible dans les villes. Alors, représenter le nombre de résidents ayant un emploi à la fois selon leur commune de résidence et leur commune de travail, ça permet de visualiser de manière effective si une commune elle est plus émettrice ou réceptrice de flux de travailleurs. Donc, c'est la carte que l'on voit à droite. Et sur cette carte, on voit que les communes qui sont les plus attractives, elles se trouvent autour de Luxembourg-Ville, de Esch et également dans la Nordstadt. Alors, il y a quand même un contraste assez marqué entre la conurbation sud et Luxembourg-Ville et sa périphérie, dans la mesure où on a beaucoup plus de communes avec des profils type pôle d'emploi autour de Luxembourg-Ville, alors que dans la conurbation sud, excepté Esch-sur-Alzette, on a plutôt des profils résidentiels, c'est-à-dire que on a des demi-cercles bleu clair plus importants que les demi-cercles bleu foncé en dessous. Pour ce qui est du reste du territoire, on a plutôt un territoire qui est résidentiel, là également avec des demi-cercles bleus plus importants que les demi-cercles bleu foncé en dessous. Mais cette méthode, bien qu'elle permette d'avoir des profils assez intéressants, elle n'est pas suffisante pour définir des pôles d'emploi
Et à cet égard, on a opté pour adapter en fait la définition des aires urbaines de l'INSEE. Donc là, en jouant avec un seuil de 2000 résidents en emploi, puisque le seuil de 1500 résidents en emploi tel qu'il est utilisé pour les aires urbaines de l'INSEE ne convient pas, en tout cas. Et on a également agrégé les communes contiguës pour former des pôles, on va dire, de plusieurs communes. On voit donc sur ce tableau que le pôle qui rassemble le plus d'emplois, c'est notamment l'agglomération centre, donc composée de Luxembourgville et de 7 autres villes. Elle concentre environ plus de 50% du nombre d'emplois. Le deuxième pôle, c'est celui de l'agglomération sud, avec en commune centre et Esch-sur-Alzette. Là, c'est plutôt 15%. Donc, on voit vraiment une différence déjà assez importante entre les deux pôles. Les trois derniers pôles sont les pôles plutôt du nord, dont la Nordstadt, avec des valeurs beaucoup plus faibles, et notamment Mersch et Vils qui forment un pôle d'une seule commune. Dans ces pôles, on a quand même un total de 76,8% des emplois qui est quand même concentré dans notre définition des pôles d'emploi, et 23,2% qui se trouvent hors pôle. D'un point de vue géographique, c'est assez intéressant aussi de voir comment se situent ces différents pôles. On voit qu'il y a notamment donc un contraste assez marqué entre le nord et le sud, puisque 70% du total d'emplois est partagé entre l'agglo-centre et l'agglo-sud. Donc, d'une manière assez logique, l'agglo-centre et l'agglo-sud vont porter la majorité des flux. En revanche, on voit que entre les deux pôles, il y a une périphérie qui est assez similaire, tant en nombre d'emplois qu'en nombre de communes, mais il y a un poids qui est très différent entre les deux pôles, avec Luxembourgville qui compte en termes d'emploi pour 73,4%, alors que Esch compte pour 36,8%. Une fois qu'on a défini nos différents pôles d'emploi, il est possible de définir les aires de navette. Alors, bien qu'on n'ira pas jusqu'à l'étape de l'INSEE qui permet de délimiter des couronnes d'appartenance strictes autour des pôles, il est quand même intéressant de regarder les différents gradients, en tout cas les parts des résidents travaillant à l'agglomération centre, dans les pôles, ici à l'agglomération centre. Et on voit pour l'agglomération centre une structure très monocentrique et macrocéphale qui se dégage, c'est-à-dire que c'est une structure qui domine les autres, c'est un seul pôle qui va dominer l'ensemble des autres pôles dans le pays. Et ça se voit notamment parce que pour un tiers des communes, c'est 50% des résidents qui travaillent dans ce pôle. Et en fait, pour même 2 tiers des communes du territoire, c'est 1 tiers des résidents qui travaillent dans le pôle de l'agglomération centre. Alors, en plus de ça, au fil du temps, les parts, elles augmentent au sein du pôle. Et les parts de résidents travaillant à l'agglomération centre augmentent aussi dans une majeure partie des communes du pays. Ce qui veut dire que le pôle attire de plus en plus, et notamment du nord. En revanche, les structures restent assez similaires, même si on peut voir une forme de rapprochement en fait des habitants du nord en fait entre 2011 et 2021. Le second pôle, donc l'agglomération sud, a des valeurs beaucoup moins élevées que celles de l'agglomération centre. Évidemment, elle attire moins de résidents. Et son étendue, son aire de navette, elle s'étend principalement le long des frontières ouest et sud. Là, par contre, les changements sont assez visibles dans la mesure où on voit réellement une extension de l'aire, notamment dans le canton de Redange-sur-Attert. Par contre, il y a peu de changements, en tout cas dans le sud, dans la partie sud, et également les valeurs plus faibles qu'on peut voir à partir du canton de Kaplen ou de Redange, lorsqu'on arrive dans le canton de Mersch ou de Luxembourg, montrent bien cette
confrontation, en tout cas cette limitation vers l'aire de l'agglomération centre. Pour la Neustadt, on voit une attraction qui est principalement orientée vers le nord. Et là également, on voit une forte délimitation en fait de l'aire à partir, on va dire, en dessous de la commune de Mersch, notamment avec des valeurs qui descendent en dessous de 5% des résidents qui travaillent à la Neustadt. On voit également au cours de 2011 et entre 2011 et 2021 une extension en fait de l'aire vers le nord, alors dans une moindre mesure vers Trois-Vierges et Vincrange. Et également, en fait, comme je l'ai précisé justement, une diminution en fait des parts des communes au sein du pôle, notamment à Ettelbruck ou Diekirch, où on a moins de résidents qui vont travailler justement à la Neustadt et beaucoup plus qui vont travailler à l'agglomération centre. L'aire de Mersch est une aire qui est beaucoup plus limitée, tout simplement parce qu'elle est située donc géographiquement entre l'agglomération centre et la Neustadt. Son orientation d'attraction principale, c'est plutôt le nord, même si elle reste limitée, et elle a l'air d'être en expansion, mais l'aire reste en perte de travailleurs. À noter que la part de travailleurs à Mersch, dans la commune de Mersch, est quand même inférieure aux parts de travailleurs résidant à Mersch, travaillant à l'agglomération centre. Wiltz a une attraction qui est plutôt tournée vers l'ouest, en fait, le long de la frontière ouest et nord, principalement dans deux cantons, donc le canton de Wiltz et celui de Clairvaux. C'est là où on voit les parts les plus importantes. Et les valeurs chutent assez drastiquement, en fait, lorsqu'on s'éloigne de ces cantons, ne serait-ce que, par exemple, à Rédange, où on a des valeurs qui descendent en dessous de entre 3,5 et 1%. Et qui descendent entre même 0 voire 1% lorsqu'on s'éloigne encore un peu plus. Donc c'est une aire qui est très très limitée au sud. Et on a donc une diminution également des parts de résidents qui travaillent à Wiltz en 10 ans et qui vont plutôt s'orienter pour travailler notamment dans l'agglomération centre ou l'agglomération sud. Donc on a également fait cet exercice au niveau des grids. Donc ça montre un peu le même schéma, mais avec plus de précision dans la mesure où on gomme les cellules inhabitées et également les cellules où il n'y a pas de navetteur. On voit quand même quelques cellules éloignées avec des hautes valeurs. Par exemple, pour l'agglomération centre, on en voit à Vincrange, dans la commune en dessous de Wiltz. Et en fait, une grande partie des habitants en emploi travaillent en fait, en réalité, soit à l'agglomération sud ou à l'agglomération centre. Ce qui est vrai surtout pour les communes qui sont situées entre les deux pôles. En ce qui concerne les trois pôles du nord, alors on a moins de cellules aux parts importantes et également en fait des cellules plus faibles en termes de parts. On revoit en fait cette même limitation, en particulier pour Mersch et Wiltz, liées notamment à l'aire d'attraction de l'agglomération centre. Et globalement, en fait, pour les pôles, on voit que les communes, elles sont surtout polarisées vers un ou deux pôles, qui est en général le plus attractif ou le plus proche. Une fois qu'on a défini tout ça, on peut également visualiser les différents flux sur le territoire. Donc c'est un exercice assez intéressant dans la mesure où en 2021, on a 235 flux, ce qui équivaut à 83 805 résidents. Donc là, c'est bien les flux de plus de 100 résidents en emploi. Donc c'est pour une question de visibilité. Et dont, en fait, ces 235 flux, on a 138 flux à destination de l'agglomération centre et qui concentrent en fait 64 157 résidents. Donc c'est-à-dire que la majeure, on va dire environ 100 flux concentrent seulement que 20 000 résidents en dehors de l'agglomération centre. Et
Et c'est le cas, par exemple, pour l'agglomération sud. Donc, 52 des 100 flux restants, en fait, concentrent 13 747 résidents. Donc, on retrouve entre 2011 et 2021 des structures également similaires, mais avec plus de flux, parce que en 2011, on pouvait compter 197 flux qui comptabilisaient 69 217 résidents. Ici, on a montré par un GIF animé, en fait, les flux de plus de 10 résidents en emploi, donc qui sont décomposés en fait par seuil, donc qui vont de 10, 20, 30, 10, 30, 50, 100, 170, enfin, jusqu'à 2000 résidents en emploi. Et on voit que les principaux flux, ils sont entre l'agglomération centre et l'agglomération sud. Donc on retrouve cette structure très monocentrique, particulièrement marquée pour l'agglomération centre, et une polycentrique, en fait, ce qui est très intéressant pour la conurbation sud. Quant aux autres pôles, les autres pôles, c'est plutôt des structures également monocentriques, semblables un peu à celles de l'agglomération centre. Les structures, elles restent identiques, en fait, entre 2011 et 2021, même si on constate une intensification des flux et des flux supplémentaires. Par exemple, à Nanorstadt, où on a beaucoup plus de flux, on passe de 15 flux à 20 flux, avec une augmentation de 500 personnes en emploi. Donc, pour résumer, au Luxembourg, le nombre de résidents en emploi a augmenté en 10 ans, ce qui a entraîné plus de déplacements domicile-travail. Mais toutefois, ça varie entre les communes périurbaines et les villes. Ainsi, en fait, on peut constater qu'il y a différents profils de communes qui sont assez différents. Et à terme, on peut définir 5 pôles d'emploi au Luxembourg. Ces 5 pôles, ils sont relativement contrastés, avec notamment l'agglomération centre et sud qui concentrent la majorité des emplois. Également, leurs aires sont assez contrastées dans la mesure où celle de l'agglomération centre, elle est très monocentrique et qu'on voit une structure macrocéphale qui, en fait, domine toutes les autres aires. Elle s'étend à l'ensemble du pays. Au cours, en fait, des 10 années, ces structures, enfin, les structures de ces aires, elles ont finalement peu changé, excepté pour celle de l'agglomération sud, où on voit une légère expansion le long de la frontière ouest. Également, dans des moindres mesures, celle du nord, qui semble s'étendre vers le nord. En résulte majoritairement des flux entre justement l'agglomération sud et l'agglomération centre, ce qui laisse apparaître en fait 2 structures très centralisées pour l'agglomération centre et une polycentrique pour l'agglomération sud. Et donc ces structures de flux ne changent que très peu également, mais on voit beaucoup plus de flux et également les flux s'intensifient de plus en plus. Je vais maintenant laisser la parole à Philippe Germer pour un mot sur les limites et les perspectives. Oui, alors je vais faire court puisque je pense que Yann a déjà bien développé les choses et même par rapport à sa conclusion, je pense que le principal a été évoqué. Je voulais encore le remercier pour ce travail conséquent. Franchement, sans lui, on aurait eu du mal. D'ailleurs, à partir de demain, il va continuer encore plus puisqu'il sera parmi nous donc au LISER aussi pendant quelques mois. Donc, je pense qu'on va encore pouvoir s'amuser tout plein pour continuer ces travaux. Alors, je voulais peut-être juste revenir sur les questions de limites et de perspective, parce que je pense que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais par rapport à la sémantique qu'on utilise, on parle de résident en emploi. Alors, ça a fait un petit débat autour parmi les co-auteurs et au niveau du LISER et de l'université, entre résidents actifs, pas actifs, est-ce qu'on met les chômeurs, pas, les chômeurs, est-ce qu'ils se déplacent? Non, mais oui, pour aller chercher du travail, etc. Bon, bref. Donc, résident en emploi, effectivement, pour dire que
on n'a pas intégré dans cette analyse les frontaliers. On a regardé un petit peu les chiffres parce qu'il existe quand même des chiffres. Les derniers sont issus du Statec, mais en partenariat avec l'IGSS et l'administration des contributions directes de 2023, si je ne m'abuse, fin 2023. Donc, c'est pas forcément tout à fait en adéquation avec nos chiffres. Et bien entendu, l'exercice ici se concentrait sur les résidents. Je crois que ça, c'est important. Ceci étant, la structure par rapport au pôle d'emploi ne change pas énormément vis-à-vis des frontaliers, même si effectivement on a toujours en tête de poursuivre l'exercice avec ces données par la suite. Donc il y a aussi la question Yann l'a évoqué, on dispose de données précises quant aux résidents, dans le sens à leur localité de résidence. Ça peut aller, parce que là on n'a pas évoqué on a évoqué rapidement les cellules de 1 km², mais on ne dispose pas de cette donnée-là à l'échelle du lieu de travail. Et de même, de nombreuses personnes n'ont pas indiqué leur commune de travail dans le recensement, donc ce qui fait que c'est grosso modo 20 à 28% de personnes qui n'ont pas, bien c'était commune variable ou des personnes non répondant par rapport à cette donnée-là, donc c'est quand même assez important. Et ensuite, effectivement, on a beaucoup tergiversé. Alors, évidemment, c'est ce qu'il y a de plus facile à critiquer, ce sont les seuils. Donc, même si on compare par rapport à l'INSEE à côté, donc en France, mais surtout aussi par rapport à l'OCDE, les FAU, Functional Area Units, donc l'OCDE considère que tout le Luxembourg finalement fait partie de l'aire fonctionnelle urbaine du Luxembourg par rapport à Luxembourg, considérant, je crois que c'est 15% au niveau du seuil de commuting, donc de NAFTER. Donc l'INSEE c'est 1500. On a choisi 2000. Avant c'était l'exercice 2011, c'était 2011. 1500. On avait vous aviez au niveau de l'université effectué alors ça se discute et puis peut-être que sur les échanges qu'on aura tout à l'heure, on en discutera. Et bien entendu, ce qui est quand même très intéressant, c'est le premier exercice de ce type pour le recensement de 2021 au niveau fonctionnel. Je crois qu'il est important de le mentionner encore, mais ça ouvre énormément de perspectives. Notamment, Yann évoquait les questions à l'échelle individuelle sur lesquelles on se penchera par la suite vis-à-vis notamment du niveau d'éducation, comment les gens se déplacent en fonction, par exemple, du niveau d'éducation, en fonction, bien entendu, de leur métier, on va dire, de leur profession, parce qu'il peut bien sûr y avoir des différences aussi au niveau du genre, etc., etc. Donc là, il y a encore énormément de choses à analyser. Et enfin, un des derniers aspects qu'on va pouvoir développer par la suite, c'est comment ces personnes se déplacent, quel mode de transport ils utilisent. Donc ça, c'est quelque chose de crucial qu'il est important d'analyser par la suite, puisque le recensement dispose du mode de transport utilisé et des modes de transport utilisés même, de la durée et de la distance de trajet. Mais ça, ce sera pour des études ultérieures. On ne peut pas tout faire dans le même temps. Voilà, je vous remercie pour votre attention et puis la porte est ouverte aux questions-réponses. Voilà, un grand merci aux trois présentateurs, également à Isabelle qui a participé donc à la rédaction de cette publication que vous pouvez retrouver gratuitement sur le portail des statistiques du Luxembourg. Donc comme mentionné, maintenant il est temps de passer aux questions-réponses si vous en avez. Donc si vous êtes dans la salle, je vous prie de parler dans le micro pour que les gens qui sont sur le WebEx puissent entendre la question. Et pour les personnes qui sont sur le WebEx, donc soit vous indiquez que vous voulez prendre la parole dans le chat et on vous donnera la parole, soit vous pouvez indiquer votre question directement l'écrire et à ce moment-là, on la lira dans la salle pour que les auteurs puissent répondre. Voilà. Bonjour. Donc par rapport aux données, donc là vous parliez de l'année 2021. Est-ce que vous auriez une idée
pour l'année 2031, dans 10 ans, en fait, comment ça pourrait évoluer, en fait, les trajets domicile-travail? Est-ce qu'on a encore une polarisation croissante? Très bonne question, difficile à répondre. Alors, même si on essaye, alors dans le cadre de différents projets, on essaye d'évaluer ces évolutions. Bon, là, on a déjà vu entre 2011 et 2021, il y avait quand même une forte synergie avec une structure fonctionnelle qui est relativement stable, même si évidemment il y a une grosse croissance des flux, puisqu'il y a une énorme augmentation des emplois au Luxembourg. Après, j'avoue que on essaye de faire des projections. Alors là, c'est dans le cadre d'un autre projet, M-Must, où on voit au niveau des zones d'activité, au niveau des zones de développement, on essaye de prévoir la croissance par des emplois. Mais bon, hélas, on n'a pas de boule de cristal. Et donc, généralement, les projections qui se font, outre la masse de l'emploi. Donc ça, c'est effectivement le Statec qui fait des projections à ce niveau-là. Nous, au niveau de la répartition de l'emploi, en fait, on regarde au niveau de l'occupation du sol, comment ça se passe, s'il y a des développements de zones d'activité, etc. On tient compte aussi par rapport à ce projet-là des développements également au niveau transfrontalier. Mais la structure en elle-même change très peu. Donc on a prévu 2035 et c'est aussi en rapport avec le PNM, donc Plan National Mobilité du ministère de la Mobilité et des Travaux Publics. Donc on attendra le prochain recensement en 2031 pour y voir plus clair. Mais peut-être que les autres co-auteurs veulent ajouter, compléter la réponse. Pour dire que déjà, on est en 2024, hein, donc on n'a pas eu l'impression qu'il y a un ralentissement. Donc, c'est vrai que 2031, ça va venir vite. Mais on n'imagine pas qu'il y ait des changements de structure énormes, sachant aussi que la manière dont on a déterminé les aires donc, de destination, les aires d'agglomération, finalement, elles reprennent plusieurs communes à l'intérieur. Et donc, c'est pas l'espace qui manque pour faire des emplois, même dans ces espaces. Donc, même si l'emploi venait à se desserrer, donc Philippe le dit, ils ont basé ça sur de l'occupation du sol, mais même si l'emploi avait tendance à se desserrer autour de Luxembourgville un petit peu pour faire de la place, supposons qu'il en manque, ou parce que le foncier est tel, finalement, notre analyse, elle porte sur un ensemble plus vaste que juste Luxembourgville, par exemple, ou plus que Esch. Et donc, je ne vois pas comment on pourrait avoir des différences énormes en termes d'attraction des flux. Ils seront peut-être finalement moins locaux, mais toujours orientés de la même manière, quoi. Donc, je ne vois pas où on pourrait avoir de grosses surprises, en tout cas, à l'avenir. Je vais juste compléter donc en même temps la perche sur les projections de population. Donc moi je suis François Pelletier, je suis responsable unité population et logement Statec. Juste pour vous signaler que de nouvelles projections de population et économique vont de long terme, donc jusqu'en 2070, vont être réalisées par le Statec cette année. Et clairement on prévoit toujours une augmentation de la population et du nombre d'emplois dans les années futures. Donc entre guillemets le nombre de flux, etc. risque d'augmenter et donc la dynamique sera encore, je pense, plus élevée en 2031, ça c'est sûr. Nous avons une question sur WebEx. La question c'est, est-ce que le télétravail a été pris en compte dans cette étude? Bonjour. Donc pour répondre à la question de est-ce que le télétravail a été pris en compte dans l'étude, alors non, malheureusement, on n'a pas d'informations sur est-ce que les personnes télétravaillent ou pas, si je me trompe. Je vais peut-être compléter juste l'information. Donc, telle quelle, la question, effectivement, on n'a pas l'information si la personne télétravaille ou non. Donc, il faut savoir que le recensement a été a été réalisé en 2021, donc année du Covid, et que normalement, il devait avoir lieu initialement début février, qu'on a dû le reporter au cours du temps. Donc, c'est clair que le questionnaire avait été préparé pour être en mode non Covid. Quand on a préparé le recensement, malheureusement, ou heureusement, on n'était pas dans une situation de Covid à ce moment-là. Mais on pourra, je pense, l'aborder
l'aborder de manière indirecte quand on va analyser justement le nombre de fois que les personnes font l'aller-retour depuis leur domicile vers leur lieu de travail. Donc, par exemple, quelqu'un qui travaille 40 heures par semaine et qui indique qu'il fait 2 allers-retours, par exemple, par semaine, on peut supposer que le reste du temps, ça peut être du travail à domicile. Donc, certes, c'est aborder ça de manière indirecte, mais je pense que quand on fera cette publication, on pourra quand même, je pense, l'aborder d'une certaine manière. Voilà. Après, je laisse les autres auteurs compléter éventuellement. Mais tout à fait, François. C'est vrai que dans le recensement, on disposera de la durée, enfin de la durée du déplacement, mais durant la semaine, combien d'allers-retours les personnes font. Donc c'est un bon proxy, on va dire, pour aborder le télétravail, même si effectivement, en tant que tel, la variable ou la question ne figure pas dans le recensement, mais c'est une bonne manière de l'aborder. Je pense que cette question, on va la rajouter dans les futurs recensements, mais clairement, quand on a préparé le questionnaire, donc il faut savoir que c'est l'année 2020, le télétravail, je vais pas dire n'existait pas, mais était assez anecdotique pour la grande majorité des populations. Donc c'est vrai qu'on n'a pas à ce moment-là pensé à poser ce genre de questions. Bien évidemment, quelques mois après, la situation était tout autre. Malheureusement, pour des raisons de logistique et de pratique, on ne pouvait plus réimprimer les questionnaires, ce genre de choses. Donc voilà, malheureusement, on n'a pas pu l'aborder ici, mais on pourra quand même de manière indirecte le faire. D'autres questions dans la salle ou sur Webex, n'hésitez pas, même si vous voulez la poser oralement, vous l'indiquez dans le chat et on vous donne la parole. Moi, j'avais juste peut-être pour compléter un peu cette publication. Donc ici, vous avez utilisé les personnes justement en emploi. Est-ce que il serait peut-être intéressant aussi de faire ça pour les étudiants? Alors, on sait que normalement, ils étudient relativement proche de leur domicile, mais ça pourrait être intéressant justement de confirmer ou d'infirmer, ou selon les niveaux d'études aussi. Je peux aussi m'imaginer quelqu'un qui vient faire des études à Belleval peut peut-être venir quand même d'assez loin. Est-ce que c'est quelque chose que éventuellement vous avez prévu dans d'autres publications ou d'autres recherches? Je peux faire une réponse ici. Non, premièrement, non, pas sur les écoles, on n'a pas analysé, c'est à faire, mais d'une manière plus générale, ce qu'on n'a pas fait dans ces publications, c'est d'analyser à l'échelle individuelle, c'est-à-dire qu'on a tout agrégé en flux globaux. Pour des raisons pratiques de tenir dans un document qui soit lisible de A à Z. Mais en fait, effectivement, on a commencé dès le début à se poser la question de savoir si les distances moyennes, les distances médianes sont les mêmes pour les hommes, pour les femmes, pour les niveaux d'éducation. Donc, on réfléchit encore à mettre un peu une publication qui finalement, qui traiterait d'accessibilité à l'emploi, d'accessibilité géographique à l'emploi, mais d'une manière individualisée. Donc ça nous intéresse beaucoup, évidemment, mais c'est pas fait ici. Voilà, on espère qu'on aura le temps de le faire parce que c'est vraiment intéressant. Je pense qu'on on peut être étonné. Peut-être les flux, en fait, n'ont pas du tout la même tête en fonction de certains. En fait, si, on sait déjà qu'ils n'ont pas la même tête, notamment en fonction du background migratoire aussi, etc. Donc on s'attend à des différences et ce serait important de pouvoir les identifier géographiquement aussi. Merci. Juste pour mentionner, pour les personnes qui nous suivent aujourd'hui, donc il y a déjà eu sa 10e publication du recensement, mais il y en a encore d'autres qui sont prévues jusqu'à la fin de l'année, encore une petite dizaine, 7 ou 8, donc à un rythme plus ou moins d'une par mois. Et donc la prochaine va sortir normalement déjà fin du mois, donc ce sera sur la situation des personnes par rapport à l'activité économique, puis il y aura sur l'emploi qui va suivre très très vite juste après. Donc voilà, on est encore en train d'analyser et surtout de publier les données, ça prend du temps, mais voilà, il y aura encore pas mal de choses qui vont sortir sur le recensement. Donc voilà. Je pense que Philippe, tu veux encore rajouter quelque chose? C'était pour compléter ce qu'évoquait Geoffrey. Simplement, oui, on avait longtemps hésité à rajouter encore une couche sur les étudiants ou les élèves. Et c'est vrai que l'imbrication, on sait que on a notre cycle circadien, comme on dit, on a que 24 heures dans la journée, mais il est toujours nécessaire de composer avec des personnes qui sont finalement qui ne disposent pas de leurs propres moyens de transport, notamment les jeunes, donc ils sont captifs soit des transports en commun, soit de leur mode actif, à pied ou à vélo. Et donc, c'eût été aussi intéressant de comparer un petit peu les distances. Mais bon, suite au prochain épisode, comme on dirait. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Apparemment sur Internet, sur Webex, non. Dans la salle non plus?
Ok, bah, si c'est pas le cas, alors je vous remercie. Donc, je remercie les 4 auteurs de cette publication. Je remercie également les personnes qui ont participé à ce séminaire. Et donc, comme indiqué, la prochaine publication du recensement sortira d'ici environ 15 jours, 3 semaines. Il y aura également un séminaire d'ici environ 1 mois, donc sur la thématique du marché du travail. On ne connaît pas encore la date exacte, mais ce sera vers la mi-mai. Et donc, je vous invite à y participer si vous êtes intéressé par cette thématique. Et donc, s'il n'y a vraiment plus de questions, alors je vous souhaite une bonne journée à tout le monde et à une prochaine fois dans le cadre de ces séminaires sur le recensement de la population. Merci à tous.